jeunes étudiants, mesdames, messieurs, c'est avec une certaine émotion que je prends ce matin la parole pour ouvrir ce colloque. D'abord parce qu'il constitue mené sur plusieurs années, sous l'égide du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques. Une recherche articulée en 3 moments, les constats d'abord, les alternatives ensuite, et enfin le droit en transition. Recherche déjà grosse de plus de 50 communications, passée à la postérité soit sous la forme de capsules vidéo, accessibles sur notre page YouTube, la page du SIEJ, n'hésitez pas à la visiter, soit sous celle plus classique d'articles scientifiques déjà publiés, principalement dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques. Mais mon émotion tient peut-être aussi et surtout à la conviction que cette recherche et le colloque qui la couronne aujourd'hui ne sont qu'un jalon dans une entreprise de plus grande ampleur. Un travail pionnier qui offre à la science juridique une nouvelle voie de déploiement, une main tendue vers les autres sciences sociales, humaines, de la nature, qui travaillent déjà avec vigueur à la critique du modèle croissantiel et à une approche renouvelée, post-matérialiste de la prospérité. Alors il n'est pas question, évidemment, dans le temps qui m'est imparti, de détailler l'ensemble du cadre théorique susceptible de fonder une recherche sur le droit en transition. Je m'y suis risqué ailleurs, dans un article à paraître dans la revue Droit et Société, qui a déjà été communiqué aux contributeurs à ce colloque, et que je suis évidemment tout prêt à envoyer à toute personne intéressée. Je voudrais simplement consacrer les quelques minutes à ma disposition à la discussion de 2 séries d'objections et de positions sceptiques qui ont été, ou qui pourraient être adressées aux propos même de ce colloque. La première série de remarques critiques concerne bien sûr l'idée même d'une prospérité sans croissance. La variante forte de la critique prend la forme d'une objection de principe, fondée sur la prémisse que la croissance constante du PIB est nécessaire à l'augmentation de la prospérité collective. La richesse globale s'accroît, la redistribution des fruits de la croissance permet de lutter contre les inégalités, et par ailleurs, l'augmentation du capital facilite les investissements et donc les innovations qui permettront à leur tour de remporter le défi climatique. Selon cette perspective, les croisés de la décroissance, comme certains les ont appelés, se tromperaient de combat en voulant ramener tout le monde au Moyen-Âge et créer une société égale de miséreux pour sauver les arbres. C'est une objection extrêmement puissante, aujourd'hui partagée par la quasi-totalité du spectre politique, en tout cas en Belgique. À l'heure des fake news, plutôt qu'un long discours, je soumets à votre sagacité des évidences empiriques, sous la forme de tableaux, de graphiques, qui nous montrent que, passé un certain stade de développement, et j'insiste évidemment sur ce point, quand il est évident que dans les pays les moins développés, l'augmentation de la prospérité requiert, à mon sens, une croissance économique, et donc passé un certain stade de développement, le taux d'espérance de vie, premier graphe, à la naissance, est décorrélé des dépenses de santé. C'est un graphique extrêmement fort. J'en ai reproduit une série là sur les vitres, vous pourrez les contempler tout à l'heure à la pause. Celui-là, je l'ai malheureusement oublié, mais je crois qu'il est extrêmement fort. Indépendamment de la question de la mortalité infantile, indépendamment de la question des morts sur les routes, etc., en tant que tel, à la naissance, on vit 3 ans de plus, par exemple, au Chili qu'aux États-Unis, alors qu'on y dépense 6 fois moins en soins de santé. Autre exemple, les performances de lecture ne sont pas davantage déterminées par les dépenses dans l'enseignement. On vit mieux en Slovaquie qu'au Luxembourg, alors qu'on y consacre un budget 5 fois moins. Enfin, troisièmement, le plus compliqué sans doute, et le plus important, le taux de satisfaction de vie n'est plus guère corrélé, peu corrélé, à l'augmentation du PIB, passé de nouveau à un certain stade, les Guatémaltèques se déclarant par exemple plus heureux que les Qataris, qui gagnent pourtant 10 fois plus. Alors regardez la figure, et attention à l'échelle, on passe de 0 à 10 000, d'abord sur la première partie du graphe, et ensuite de 10 000 à 100 000 sur la seconde partie, ce qui vous montre évidemment, ce qui explique évidemment le caractère relativement linéaire de la croissance. Et s'il y a peu de gens insatisfaits avec 100 000 $, il y en a beaucoup qui le sont avec nettement moins. Donc les preuves sont là, je crois, irréfutables, qui balayent toutes les théories. On peut être globalement instruit, en bonne santé et heureux, dans une société relativement pauvre au regard du seul étalon du PIB. Et si c'est vrai aujourd'hui, dans un monde matérialiste tout entier axé sur la croissance économique, cela ne peut l'être que plus encore dans une société qui aurait décidé de changer de paradigme.
Quant aux prétendus effets égalisateurs de la croissance, là encore, les graphiques ne manquent pas, qui réfutent toute corrélation évidente entre l'un et l'autre. Sans doute, cette corrélation était-elle plus évidente à l'époque des 30 Glorieuses, où des décennies de forte croissance se sont soldées par une réduction des inégalités sous nos latitudes. Mais à l'époque, l'économie avait la taille des États. Elle pouvait être contrôlée et ponctionnée pour combler les inégalités qu'elle générait. La mondialisation et la libéralisation des capitaux, qui, il faut le souligner, sont les filles de la logique croissantielle, la seule voie possible pour assurer la croissance des économies développées, n'en déplaise à Donald Trump, cette mondialisation et cette libéralisation des capitaux, donc, ont fait voler en éclats cette isométrie entre l'économique, le politique et le social. Et s'il est vrai que la mondialisation a permis de sortir une partie du monde de l'extrême pauvreté et a fait émerger une classe moyenne dans des États comme la Chine, ces phénomènes de rattrapage apparaissent comme une goutte d'eau dans un océan d'inégalités. Vous voyez plutôt ceci. C'est assez, à mon avis, clair et ça ne passe de commentaires. D'autres preuves renvoient encore à leurs illusions ceux qui parient sur le capitalisme vert pour sauver la planète. La digitalisation de l'économie, les éoliennes et le photovoltaïque, les voitures électriques, toutes ces solutions offertes par notre modèle pour ne pas en changer, s'avèrent en partie, des mirages. Toutes reposent sur l'extraction de ressources terrestres finies. Aucune ne porte en germe la promesse d'une économie qui se développerait en apesanteur, sans diminution de notre capital terrestre. Ça, c'est pour les inputs. Du côté des outputs, la situation n'est guère meilleure. Encore ce simple fait, le volume mondial d'émissions de gaz à effet de serre progresse chaque année. Et même dans un pays comme la Belgique, ces émissions ont augmenté par rapport à 1990, si l'on veut bien y intégrer les émissions produites à l'étranger pour les besoins de notre consommation. Les chiffres officiels donnés par la Belgique sont à cet égard relativement trompeurs, puisqu'ils se basent exclusivement sur les émissions produites ici en Belgique, mais ils passent au bleu toutes les émissions produites ailleurs pour notre consommation domestique, qui ont plutôt augmenté depuis 1990, comme vous pouvez le constater. Quant au spectre du retour au Moyen-Âge, ou en tout cas du bain de sang social que représenterait une trajectoire décroissentielle, il trahit avec une mauvaise foi évidente le projet politique porté par les objecteurs de croissance, dont l'objectif n'est pas de faire décroître le PIB en tant que tel, pour le plaisir, mais bien d'en contester la centralité dans l'action et le discours politique. Il repose sur le constat que dans nos sociétés d'abondance, et donc j'insiste, on parle évidemment ici, pour moi en tout cas, des sociétés occidentales, la prospérité et le sentiment de bonheur sont plus immédiatement corrélés à d'autres indicateurs, famille, santé, état de l'environnement, qu'à l'augmentation de la richesse globale. Et dès lors, il en tire la conclusion que c'est sur ces facteurs qu'il convient d'agir en priorité, quand bien même leur amélioration imposerait un coût à la croissance du PIB. Je serai plus bref sur la variante faible de la critique, qui consiste à soutenir que toutes ces idées sont très jolies, mais désolantes de naïveté. Selon cette version, les croisés deviennent des bobos, et le Moyen-Âge, le village des Schtroumpfs. La croissance, toujours selon cette version, est et restera notre boussole, parce qu'il y a simplement trop en jeu, et qu'on n'arrête pas le rouleau compresseur de l'économie mondiale. Je rétorquerai que la naïveté n'est peut-être pas dans le camp qu'on croit. Il est un fait avéré que la croissance du PIB par habitant est en voie de ralentissement dans toutes les économies avancées. Et faute de perspectives technologiques susceptibles de doper la productivité, très peu d'économistes parient sur son retour tonitruant, à proche ou moyen terme. Les fruits de la croissance sont donc devenus maigres et leur mondialisation rend plus illusoire que jamais les espoirs de redistribution à l'échelle nationale. Les conséquences sur l'agenda politique se font déjà sentir dans de nombreux pays, des États-Unis à la Hongrie, en passant par l'Italie. Le retour aux valeurs traditionnelles et la fermeture des frontières ont le vent en poupe, plébiscité par une population déçue par les promesses du programme libre-échangiste, lequel n'est, répétons-le, que l'ultime avatar d'un modèle en fin de vie, à la recherche éperdue de nouveaux gisements de croissance. La question n'est donc pas est-il ou non possible de changer de modèle, le modèle changera quoi qu'il en soit, et est déjà en train de changer. La question est plutôt de savoir par quoi on veut le remplacer. J'en arrive à la seconde série de critiques, relative cette fois à la place du juriste dans la conception et la réalisation de ce qui ressemble furieusement, reconnaissons-le, à un projet politique. Là encore, je distinguerai une version forte et une version faible de cette position.
La première consiste à dénier aux juristes la légitimité pour investir un terrain éminemment politique. Cette objection, je crois, n'est fondée ni historiquement ni philosophiquement. Historiquement, les exemples regorgent de juristes qui ont mis leur savoir et leur énergie au service d'une certaine conception du bien commun. De la lutte contre la ségrégation raciale à la doctrine ordolibérale qui fonda le marché commun, les juristes ont souvent été aux avant-postes des réformes politiques. Plus près de notre sujet, Majastre et Deledone ont, dans le dernier numéro de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, montré comment d'illustres juristes allemands et italiens avaient, dès les années 50, conçu une véritable doctrine juridique de la croissance, faisant du maintien de cette dernière un mandat constitutionnel et du risque de sa disparition une cause de recours à l'état d'urgence, justifiant la suspension des libertés individuelles. De nos jours, une partie du mouvement Law and Economics poursuit ce programme de recherche avec vigueur. Dès lors, si une doctrine juridique de la croissance est acceptable, pourquoi une doctrine visant, non pas le contraire, mais son dépassement, ne le serait-il pas? Plus fondamentalement, l'intervention du juriste dans ce débat me paraît justifiée pour au moins deux raisons. La première tient à la montée en puissance de ces revendications post-croissentielles, transitionnelles, dans la société civile. Si l'on accepte que l'un des rôles du juriste est de traduire dans un langage commun, celui du droit, les conceptions du juste et du bien qui traversent le corps social, c'est non seulement un droit, mais alors aussi un devoir pour celui-ci, de s'efforcer de relayer de telles revendications jusqu'au sein du discours juridique. La seconde tient au contenu de ces revendications. Celles-ci me paraissent ne faire rien d'autre que rappeler les gouvernants à leurs promesses. Assurer la prospérité et la justice, assurer le droit de chacun de vivre une vie digne d'être vécue, sous le double signe de son autonomie et de sa vulnérabilité. Je reviendrai sur cette notion de droit qui ne doit pas évidemment être entendue comme droit subjectif, mais comme un appel à la responsabilité et une possibilité pour le juriste de mener une interprétation conforme qui, à mon avis, a beaucoup de potentiel. Est-ce que ce n'est pas précisément le rôle du droit que de garder le temps et de garantir de telles promesses, de tels engagements? Je terminerai avec la version faible de cette critique. Selon celle-ci, tout cela serait très joli, une fois encore, mais concrètement, le savoir juridique paraîtrait peu utile à la mise en place d'une prospérité sans croissance qui requiert l'instauration de taxes, l'adoption de lois, bref, la promulgation de toute une gamme d'instruments contraignants qui ne sont pas à la disposition du premier juriste venu. Cette critique me paraît fondamentalement erronée. Les villes en transition ont émergé de la société civile. Elles sont le fruit de la volonté collective de citoyens sans pouvoir institutionnel qui ont exploité au maximum les potentialités de leur environnement politique, économique et social pour apporter leur contribution à l'avènement d'une communauté plus résiliente. Le projet d'un droit en transition emprunte ce même chemin de l'empowerment. Il est appelé à se déployer dans les interstices du droit positif, dans les marges laissées par la texture ouverte des textes officiels, nourris de l'imagination et des ressources interprétatives des juristes. Il interpelle donc chacun d'entre nous dans sa matière de prédilection. Et parce que le temps me manque déjà, je me contenterai de fournir pour quelques-unes de nos spécialités un seul exemple de ce que pourrait constituer une recherche en transition. Les européanistes pourraient ainsi proposer des libertés de circulation, une lecture qui tienne compte de leurs externalités négatives, tant en termes environnementaux qu'en termes de way of life, en termes d'autonomie locale. C'est un travail qu'a déjà commencé Gareth Davies, qui devait parler à ce colloque, qui malheureusement grippé au lit, mais qui a un texte qui est déjà prêt, que je vous enverrai avec plaisir plus tard. Les constitutionnalistes pourraient interpréter l'article 23 de la Constitution belge d'une façon qui intègre dans le principe de standstill qui y est chevillé les indicateurs alternatifs du bureau du plan. Il y a une thèse de doctorat qui se prépare sur un sujet très proche par Norman van der Putten, ici présent. Les spécialistes du droit public de l'économie pourraient critiquer d'un point de vue juridique la composition du pays. Les pénalistes pourraient interroger la conformité du travail en prison aux droits fondamentaux les plus élémentaires, et notamment à l'interdiction du travail forcé, auquel semblent astreints les détenus pour servir la soif de productivité de quelques entreprises. Merci Olivia Netherland pour cette suggestion. Les internationalistes et les administrativistes pourraient réinventer ensemble les jumelages entre localités du Nord et du Sud pour en faire le nouveau levier d'une mondialisation fondée sur l'intuitu personae et sur des partenariats qui dépasseraient la simple ouverture des marchés. Et déjà, certaines communes semblent intéressées par des recherches sur ce sujet. Les civilistes pourraient, eux, proposer une relecture de la notion d'ordre public comme limite
à l'autonomie de la volonté et au contrat. Ludo Cornelis a lui-même commencé ce travail dans un livre récemment paru. Les commercialistes pourraient proposer une relecture du droit de la concurrence dont l'objectif dépasserait celui d'assurer la seule baisse des coûts des produits et services mis sur le marché pour protéger aussi les petits concurrents locaux. Je crois qu'un des étudiants ici présents va travailler sur cette thématique dans les mois à venir. Les procéduralistes pourraient interroger les conditions d'accès à la justice des entités non humaines et plus généralement des associations qui œuvrent au nom de l'intérêt général. Aujourd'hui, on est régulièrement bloqué par la nécessité de montrer un intérêt patrimonial, ce qui en dit long de nouveau évidemment sur la conception très, très matérialiste de la justice aujourd'hui en Belgique, et un problème auquel nous sommes confrontés dans le cadre de la clinique droit en transition que je dirige actuellement ici à Saint-Lô. Les familialistes et les fiscalistes pourraient interroger les effets des règles successorales sur la répartition des richesses dans une société à faible croissance, dans la ligne des travaux de Piketty. Les spécialistes du droit social pourraient relire toute leur matière à l'aune d'une approche englobante de la prospérité qui dépasserait la seule question du pouvoir d'achat. Et certains dans cette salle s'y sont déjà essayés, avec brio, comme nous le verrons tout à l'heure. Enfin, les philosophes du droit pourraient creuser les fondements de ce droit de mener une vie digne d'être vécue, qui semble sous-tendre la dynamique post-croissentielle et qui me paraît être à l'intersection à la fois des revendications de la société civile, d'une certaine tradition philosophique, et enfin de nos systèmes juridiques. La liste n'est évidemment pas close et n'a pour limite que notre imagination. Elle esquisse en tout cas un véritable programme de recherche, un programme cohérent, solidement ancré dans des constats empiriques. Et je vous renvoie de nouveau à ces tableaux. Arrimer à une vision claire du rôle du droit et du juriste dans la cité, et prolongé par les actions en justice au service de l'intérêt général, comme celles que nous introduisons dans le cadre de notre clinique juridique sur le droit en transition. Je me réjouis que ce colloque imprime à ce programme une première impulsion, colloque pour l'organisation duquel je ne saurais trop remercier notre responsable administratif Axel Darmon, mais aussi Émilie Gaillard, ici présente, et Alain Papot, qui m'ont aidé dans la sélection des contributions. Et je forme le vœu de voir évidemment ce colloque suivi de bien d'autres manifestations scientifiques, par-delà les spécialités disciplinaires et par-delà les frontières de ce petit pays. Je vous remercie de votre écoute, mais aussi et surtout de votre participation à cet événement que je qualifierais bien d'historique. Voilà, alors je passe du pupitre à la chaise, mais je garde la parole pour une petite seconde simplement. Olivier Duputer, qui devait présider ce colloque, arrivera avec un peu de retard, parce qu'il était à Strasbourg apparemment jusqu'à ce matin tôt. Et donc, je vais moi-même assurer la présidence de cette première partie, en donnant d'abord la parole à Julien Bétail. Donc, cette première partie concerne finalement le rôle du juriste. On revient à la deuxième objection que j'ai mentionnée, le rôle du juriste et les fondements du droit en transition, donc dans ce débat politique. Et j'invite donc Julien Bétail à le pupitre. Julien Bétail, qui est maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole, qui a soutenu une thèse sur les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne, illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement. Il a dirigé ou participé à un grand nombre d'ouvrages, notamment l'ouvrage « Les catastrophes écologiques et le droit », échec du droit, appel au droit, donc on est vraiment sur cette thématique-là. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous allons l'entendre parler de, je cite, la science juridique face à l'hypothèse de la post-croissance, conditions et limites de son intervention dans le débat. Merci déjà, Julien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais évidemment d'abord remercier les organisateurs, mais en particulier dire le plaisir que j'ai à revenir ici, notamment à revoir un certain nombre d'amis, rencontrer de nouvelles personnes, et aussi également, il faut bien le dire, sortir un peu de mon pays, parce qu'il me semble qu'en Belgique tout particulièrement, il règne une certaine liberté et une certaine convivialité qu'on ne retrouve pas toujours à un tel niveau dans nos facultés de droit françaises, et donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Alors, le sujet que j'ai proposé consiste à examiner finalement le rôle de la science juridique
dans un tel débat. Je passe rapidement sur la question de l'hypothèse de la post-croissance. Je crois que post-croissance, décroissance, etc., tout ça est pour moi, sont des expressions équivalentes, et ce contexte a été bien rappelé en introduction. Ce que je voudrais simplement relever ici, c'est quelque part la dimension un peu subversive de la question, puisque traditionnellement cette hypothèse, ça a été rappelé aussi, génère une certaine peur au sein d'une société biberonnée par les indicateurs de croissance. Mais néanmoins, évidemment, je pense que ici chacun sera d'accord, il s'agit d'une hypothèse tout à fait concrète depuis fort longtemps maintenant, puisque le rapport Meadows déjà nous indiquait cette fois. Et donc, dès lors, il n'y a pas de raison pour que les juristes restent à l'écart de ce débat, dans la mesure où on a une hypothèse tout à fait concrète de travail. Et je voudrais également saluer l'audace d'Antoine Bayeux, d'avoir envisagé en juriste, comme il le dit, ce droit de la post-croissance, le droit de la convivialité, par opposition au droit croissantiel. Il me semble qu'il faut beaucoup d'audace, parce que, d'abord une audace intellectuelle, parce que c'est un sujet qui nous semble extrêmement riche et donc particulièrement complexe, mais aussi l'audace qui caractérise les esprits libres. Je dois bien avouer qu'il y a maintenant plus de 10 ans, quand j'étais étudiant à la faculté de droit, on était quelques-uns avec quelques autres étudiants à assister ici et là à des conférences de Serge Latouche et d'un certain nombre de partisans de la décroissance. Et on n'imaginait absolument pas qu'un jour une institution académique comme une faculté de droit puisse se saisir d'un tel sujet. C'est probablement pas un hasard si c'est arrivé en Belgique plutôt qu'en France. Donc on revient à cette convivialité et liberté que j'évoquais tout à l'heure. Et donc à ce titre, il me semble que ce colloque honore grandement ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre liberté universitaire. Je passe également très rapidement sur la question de la définition de ce que j'ai appelé dans le titre la science juridique, parce que je sais que cette question peut soulever un certain nombre de débats. Je pense que ce n'est pas l'objet du colloque de débattre sur le point de savoir si le droit est une science ou non. J'avoue d'ailleurs moi-même ne pas avoir d'opinion absolument définitive sur ce sujet, puisque un coup j'en suis convaincu, et puis il me suffit ensuite de lire un opposant pour être convaincu du contraire. Enfin bon, ça me semble assez compliqué. Simplement, dans le cadre de mon propos ici, ce que je voudrais simplement dire, c'est que pour moi, ici, dans ce contexte-là, la science juridique, c'est simplement l'ensemble des savoirs juridiques qui revendiquent d'une manière ou d'une autre une posture plus ou moins scientifique, bref, au sens large, le discours des juristes plutôt universitaire. Mais donc au-delà de ces querelles théoriques, il me semble que ce qui est le plus important derrière cette idée de science juridique, c'est simplement que les juristes conservent et surtout explicitent, j'y reviendrai, leur questionnement méthodologique, a fortiori lorsque le sujet a une dimension subversive. Je crois qu'on est d'autant plus attendu sur ces sujets. Et donc c'est la raison pour laquelle, plutôt que de faire un exposé dédié à mon domaine de spécialité, qui est le droit de l'environnement, j'ai choisi de proposer quelque chose sur les questions de méthode. Alors la problématique que j'ai retenue est assez basique, je dirais, pour ce questionnement méthodologique. D'abord, faut-il intervenir dans le débat? Vous verrez, la réponse sera rapide. Comment intervenir dans ce débat? Et surtout, quel pourrait être le travail de la science juridique sur ce sujet? Alors, je vais aller relativement vite sur les deux premiers aspects qui recouvrent, à mon avis, des éléments assez connus. En revanche, je m'attarderai plus longuement sur le troisième élément, même si c'est évidemment l'élément le moins abouti. C'est ici simplement des pistes que je soumets à votre examen, à vos éclairages et, je l'espère, à vos critiques. Premier point, faut-il intervenir dans le débat? Bon, c'est la question de l'opportunité. Par principe, il me semble que la science, entre guillemets, doit pouvoir investir absolument tous les champs,
Et donc, la question ne se pose pas réellement. Et surtout, il faut bien constater, ça a été rappelé encore, hein, la science juridique intervient déjà dans le débat. Alors, je n'avais pas connaissance de ce travaux de nos collègues italiens, mais ça me semble tout à fait intéressant de montrer à quel point les juristes ont joué un rôle déterminant à un tas de niveaux pour la promotion du modèle croissantiel. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale en est une illustration aussi éclatante. Mais il me semble aussi qu'il existe déjà, et là j'en reviens un peu à ma paroisse, il existe aussi déjà un discours juridique sur le droit de la transition, ou le droit en transition, et en particulier sur la question de la transition écologique. Donc finalement le débat a déjà lieu, et à ce stade, la seule chose que l'on peut simplement relever, c'est que comme tout débat scientifique et juridique, il fait l'objet d'un certain nombre de biais méthodologiques, et c'est plutôt ça ici qui m'intéresse. Très rapidement, il va de soi que comme tout juriste, les juristes croissantiels ou de la transition et les autres sont un petit peu prisonniers de ces biais. D'abord, c'est le poids du contexte socio-économique qui nécessairement exerce une influence sur les travaux des juristes. Donc dans ce cadre, les juristes ne sont finalement jamais totalement neutres, loin de là. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, comment aborder les règles relatives au droit de l'environnement sans mentionner, au moins au préalable, l'ampleur de la crise écologique qui nous frappe. Un autre biais, c'est évidemment le fait que le juriste ait en général une proximité assez grande avec son objet de recherche, lequel objet, le droit, véhicule nécessairement un certain nombre de valeurs. Alors, il me semble que face à ce biais-là, mieux vaut en prendre acte, en avoir pleinement conscience, pour pouvoir parfaitement l'appréhender. On le voit bien, presque mécaniquement, en décrivant l'objet juridique, le juriste qui se contente de décrire véhicule les valeurs qui vont avec. C'est la raison pour laquelle les juristes environnementalistes véhiculent les valeurs de protection de l'environnement, les juristes croissantiels véhiculent les valeurs relatives à la croissance économique. Et donc ce biais-là n'épargne absolument personne. Que dire encore des juristes spécialistes, par exemple, de marché public, qui véhiculent des postulats de la libre concurrence, ou encore ceux de droit administratif, qui véhiculent finalement l'idéologie de la domination de l'État. Je mentionnerai simplement ici une citation de Jacques Chevalier, qui considère que, je cite donc, le droit administratif doit être considéré comme un dispositif stratégique du système de légitimation du pouvoir étatique. On pourrait multiplier les exemples du côté du droit européen, des droits de l'homme, etc., etc. Je ne m'y attarde pas. Il me semble que ce qui est le plus important par rapport à ces biais méthodologiques, c'est pas tellement les problèmes qu'il recouvre, mais c'est plutôt la conscience que le juriste universitaire doit avoir de ces problèmes. Au moins en avoir conscience pour essayer, autant que faire se peut, d'en limiter les effets sans pour autant être naïf. Et donc il me semble que de ce point de vue-là, c'est très classique, c'est l'adoption d'une attitude réflexive qui permet de limiter l'influence de ces biais méthodologiques. Et j'en viens ainsi au deuxième point sur la question du comment. Comment le juriste peut-il intervenir dans un tel débat? Il me semble que là, un des éléments forts d'ailleurs des séminaires préparatoires était l'idée que finalement, en s'intéressant à un tel sujet, il convient de mettre au jour, de révéler les valeurs et les revendications de justice qui sous-tendent à la fois le modèle croissantiel existant, mais aussi le modèle éventuellement proposé en contrepoint. Alors certains vont trouver ça ringard, mais je dois dire que je suis toujours assez attaché à la distinction weberienne entre jugement de fait et jugement de valeur. Non pas par un fanatisme forcené du positivisme juridique en l'occurrence, mais il me semble que c'est quand même une exigence basique de probité intellectuelle qu'on doit, quels que soient nos points de vue sur le positivisme, on doit quand même tenter de préserver. Pour moi, il s'agit d'une exigence de probité intellectuelle parce qu'il s'agit
simplement de ne pas faire passer des choux pour des carottes, c'est-à-dire d'éviter en quelque sorte l'usurpation qui consisterait à faire passer des convictions personnelles ou collectives pour des vérités scientifiques, si tant est qu'on puisse établir des vérités scientifiques dans le domaine juridique. Néanmoins, de ce point de vue-là, j'aimerais juste donner un exemple qui est un peu à contre-courant de la critique de la croissance, mais ce n'est pas grave. C'est l'exemple du débat actuel qu'on peut avoir dans le domaine de l'environnement sur la question de la reconnaissance de la personnalité juridique de la nature. Et il me semble qu'on ne peut pas réellement, en juriste, toujours, hein, je ne parle pas d'autres disciplines, mais en juriste, on ne peut pas réellement comprendre les enjeux de ce débat si on ne fait pas l'effort de distinguer ce qui relève des racines philosophiques, morales, éthiques, etc., auxquelles on est libre ou non d'adhérer, et d'autre part de ce qui relève bassement, entre guillemets, de la technique juridique. Et il me semble qu'en juriste, il est important de distinguer ces deux éléments-là pour être vraiment à même d'évaluer l'intérêt de cette technique. Je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais c'est un sujet qui m'occupe beaucoup. Quelques mots très rapides sur la démarche réflexive. Je pense que c'est inutile de développer ici. Il y a des moyens collectifs et individuels de mettre en place ce type de démarche, et qui sont d'ailleurs déjà assez pratiqués. Les relectures en double aveugle, etc. Il me semble que le plus intéressant est peut-être d'insister sur la nécessité d'exposer ces méthodes et ces théories. Alors je suis en Belgique, ce n'est pas aux Belges que je vais expliquer ça, mais étant français, je peux simplement donner un point de vue sur ma communauté universitaire de juristes français, et il me semble que de ce point de vue-là, du point de vue de l'exposé des méthodes et des théories du droit auxquelles on adhère, ou des philosophies du droit auxquelles on adhère, on a une marge de progression assez importante. Souvent, quand on lit des travaux doctrinaux français, ça varie selon les matières, mais souvent on peut avoir le sentiment que la question... Alors les théories sont rarement explicitées, c'est-à-dire qu'on n'a pas des auteurs qui nous disent « voilà, moi j'adhère à la théorie réaliste ou dialectique ou je ne sais quelle autre théorie, à part les théoriciens qui, eux, bien sûr, revendiquent leur appartenance à telle ou telle école. Les autres auteurs, finalement, ne se revendiquent pas très rarement de telle ou telle école. Et d'un point de vue de la méthode, tout se passe assez souvent comme si les questions de méthode relevaient de l'évidence. Donc on écrit un article juridique, un petit peu, on agit un petit peu par mimétisme par rapport à ce qu'on nous a enseigné ou à ce qu'on a lu, sans forcément se poser vraiment des questions sur la méthode. Alors ceci étant dit, j'en viens à la partie donc la moins aboutie, qui est la question de quel travail de la science juridique, quel travail la science juridique peut-elle mener. Il me semble qu'il est très important de ce point de vue-là, en tout cas c'est le point auquel je suis arrivé, d'éviter deux écueils qui sont assez classiques finalement. Il s'agit d'une part de dépasser les limites d'une science qui serait purement descriptive, tout en évitant par ailleurs d'entrer dans une dogmatique sans rigueur qui n'apporterait finalement pas grand-chose. Donc d'un côté, on a une reproduction pure et simple du discours-objet, lequel, sans en avoir forcément conscience, relaye nécessairement la dimension idéologique du droit qui est décrit, et de l'autre, une dogmatique sans rigueur qui, en l'absence d'exposé clair de ces méthodes, ne peut que difficilement être discutée et dont la portée des résultats reste limitée. Alors, ce que j'aimerais ici proposer, c'est un petit peu essayer de trouver une voie médiane entre ces deux écueils. Et pour cela, je veux d'abord rappeler une analyse qui me semble assez intéressante et ensuite avoir une approche un peu plus personnelle. L'analyse que je veux ici vous présenter très brièvement, c'est celle d'un collègue français qui s'appelle Régis Ponsard, et qui clairement part d'un point de vue du positivisme normativiste, mais en essayant de dépasser, d'intégrer la question des valeurs à l'analyse du droit, tout en restant dans une certaine rigueur. C'est ce qu'il appelle l'analyse pluridimensionnelle du droit, et très brièvement, ça consiste en plusieurs étapes. D'abord, évidemment, commencer par une description
de l'objet. On reste dans les classiques ici, description du droit à la fois dispositionnelle et jurisprudentielle, mais ensuite dépasser la question de la simple validité formelle pour aller sur le terrain de la conformité et donc comparaison avec éventuellement les normes supérieures. Ça paraît assez classique, mais c'est quand même important de le rappeler. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette analyse pluridimensionnelle, je ne développe pas, mais c'est que à la fin de cette analyse, il plaide en faveur d'une analyse des causes permettant de comprendre soit l'élaboration, soit l'interprétation, soit l'application des normes juridiques. Et donc, il en appelle à une étiologie, en quelque sorte, appliquée au droit. Et donc, c'est sur ce point que j'aimerais préciser et prolonger cette analyse pluridimensionnelle. Il s'agit ici d'évaluer le droit par rapport à ses finalités politiques. Et donc là, on revient bien au sujet qui nous occupe ici. Quelle est la contribution du droit à un modèle croissantiel ou à un modèle convivial? Comment évaluer la part du droit dans ce type d'évolution? Ici, j'aimerais proposer une analogie finalement entre ce qu'est le système juridique dans son contexte et la notion écologique d'écosystème. Alors, d'abord, il faut identifier bien sûr la finalité. Alors ici, dans le cadre qui nous occupe ici, celle-ci a été très bien décrite par Antoine Bayeux, et je trouve d'ailleurs cette approche assez convaincante, cette idée de vie digne d'être vécue, sous le signe de l'autonomie notamment, qui me semble tout à fait convaincante. La finalité que je retiens ici, c'est la composante, on va dire, écologique de cette finalité plus vaste. Dès lors, la question, c'est de savoir comment évaluer la contribution du droit à la poursuite de cette finalité écologique. Donc j'en viens à ma comparaison entre droit et écosystème. Finalement, ça a été largement décrit par des travaux de théorie et de philosophie du droit. Le droit est un système complexe, marqué par une multiplicité d'interactions et d'interdépendances internes. Donc la comparaison entre droit et système n'est absolument pas nouvelle, simplement j'aimerais l'amener un petit peu sur le terrain de l'écosystème. Vous allez voir sur la question des méthodes. Si on prend une définition assez basique des écosystèmes, on peut considérer qu'il s'agit d'une communauté d'êtres vivants en interrelation avec leur environnement. Donc on a d'un côté un biotope, c'est-à-dire l'environnement physique, le temps, l'humidité, le climat, etc., etc., et de l'autre, la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec le droit? Il me semble que ce double niveau d'interaction caractérise, c'est-à-dire interaction au sein de la biocénose entre les êtres vivants, mais aussi interaction entre la biocénose et le biotope, caractériserait assez bien le fonctionnement du système juridique dans son contexte social. Les différents éléments du système juridique interagissent entre eux, mais aussi ils sont soumis à des variables, entre guillemets, extérieures. Le contexte économique, social, politique, environnemental, voire même psychologique parfois. Et finalement, ce qui m'intéresse dans cette analogie entre droit et écosystème, ce n'est pas sa parfaite exactitude scientifique, mais plutôt les méthodes qui sont employées par les écologues pour analyser le fonctionnement des écosystèmes. C'est-à-dire comment font-ils pour analyser l'évolution des écosystèmes qui sont des systèmes ultra complexes. Et donc il me semble que dans la mesure où on prend acte du fait que le droit, dans son contexte économique, social, politique, etc., est un système ultra complexe, marqué par des interrelations, des interdépendances, etc., eh bien la méthode utilisée par les écologues peut être intéressante pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du système juridique. Cette méthode consiste, alors là je suis moi-même pas du tout écologue, donc j'en ai qu'une idée très imparfaite, mais de ce que j'ai pu en comprendre, ça consiste en 3 grandes étapes. D'abord, première étape, c'est identifier et déterminer des variables au sein de l'écosystème qui seraient pertinentes à étudier.
Alors, ici, il est possible d'identifier, à mon avis, si on revient au système juridique, un certain nombre d'éléments qui, très probablement, mais ici on est au stade de l'intuition, au stade initial de la recherche, ont quelque chose à voir avec l'application ou la non-application du droit, avec l'effectivité du droit. À l'image de la biocénose, finalement, il y a un ensemble d'éléments vivants au sein du système juridique. Et ici, on peut évoquer différents éléments, la cohérence des ordres juridiques, la question du caractère dissuasif des solutions, la légitimité de la norme ou encore l'accès au juge, l'interprétation par le juge, etc., etc. Il existe par ailleurs un biotope sur lequel est positionné ce système juridique, c'est-à-dire des éléments de contexte qui, eux, sont extra-juridiques, mais qui pour autant interagissent quotidiennement avec le système juridique. C'est ici, évidemment, le contexte économique, social, environnemental, politique et psychologique. Je n'ai pas le temps ici de développer, mais on pourrait discuter de la manière dont l'économie, le social, etc. influence très concrètement l'application des droits. Deuxième étape, c'est la mesure des variables de l'écosystème. Et donc, évidemment, c'est ça qui est de l'écosystème juridique, c'est ça qui est le plus délicat à réaliser, puisque en droit, on est ici sur des éléments qui sont très souvent qualitatifs, mais il s'agirait ici de les mesurer et donc de quelque part de les transformer en données chiffrées. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je signale simplement un travail en cours mené sous la coordination de Michel Prieur sur la question de la construction d'indicateurs juridiques appliqués au droit de l'environnement, question très difficile mais à laquelle néanmoins certains s'attendent. La troisième étape, une fois récoltés ces indicateurs de mesure, serait une analyse des variables de cet écosystème juridique. Et là aussi, je limiterai à mentionner un exemple, puisque actuellement débute une recherche conjointe avec un écologue où notre ambition serait de constituer une base de données jurisprudentielle sur la question de la protection des espèces. Donc, quelles sont les décisions des juges portant sur la protection des espèces animales et à l'aide de l'intelligence artificielle, essayer d'analyser cette base de données et de pouvoir ainsi mettre en relation des données qui sont de nature totalement différente, à savoir les données jurisprudentielles et les données physiques, c'est-à-dire sur l'état de conservation des espèces. Ça peut nous permettre de répondre à des questions assez amusantes, c'est-à-dire y a-t-il un lien entre les actions judiciaires et l'état de conservation d'une espèce ? Est-ce qu'il y a un lien entre les actions nombreuses des ONG sur la protection des loups devant le juge et l'état effectif de cette espèce sur le terrain? À première vue, ça paraît complètement farfelu de comparer tout ça. Eh bien, on verra à l'aide de la machine si tout ça est comparable ou non. Pas sûr du tout que ça donne des résultats probants, mais en tout cas, on se lance. Il est fort probable que tout ça nous amène plus à mettre en évidence des corrélations que des véritables causalités, mais c'est un autre débat. Donc il me semble que cette comparaison, pour terminer cette fois, cette comparaison entre droit et écosystème, mais plutôt sur la question des méthodes utilisées par les écologues pour appréhender des systèmes complexes, peut être intéressante pour nous aider à mieux comprendre le système juridique et surtout le fonctionnement du droit, mais surtout, même si je concède volontiers la naïveté absolue de ce programme méthodologique, il me semble qu'il pourrait être de nature à nous fournir des éléments solides pour fonder une critique du droit qui ne soit pas simplement axiologique, mais fondée sur des éléments un petit peu plus objectivés et ainsi nous permettre de naviguer entre les deux écueils que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. C'est une belle piste d'ouverture qui semble surtout se concentrer sur la question de la recherche des interactions entre droit et le contexte, c'est-à-dire l'effectivité finalement de la règle juridique. Le lien, cette idée d'une doctrine écosystémique nous est pensé, même si c'est un peu différent, à la notion de droit biotique de Gérard Méret, je ne sais pas si c'est... Et alors le fameux bouquin The Ecology of Law de Capra et Mattei, qui eux aussi à leur manière, mais assez différente, tentent ce rapprochement entre la doctrine et l'analyse juridique, et la théorie du droit même, et
merci beaucoup à toi, Julien. Et alors, sans transition, si je puis dire, je passe immédiatement la parole, c'était pas préparé, la parole à Stéphane Bernatchez, professeur titulaire à l'université de Sherbrooke, hein, donc, qui est représentant de l'Amérique ici. Merci à lui d'avoir fait le bon voyage. Théoricien du droit et constitutionnaliste, qui a écrit de nombreux ouvrages, un certain nombre d'ailleurs avec Louise Lalonde, qui au départ a été prévue dans le programme, qui malheureusement n'a pas pu venir, et qui, parmi ces ouvrages, j'en cite simplement deux ici: La norme juridique reformatée, perspective québécoise des notions de force normative et de source revisitée, c'est évidemment une thématique en clin d'œil à la thématique du SIJ il y a quelques années, c'est pour ça que je la cite. Et alors une autre qui est, à mon avis, plus directement liée à ce que vous allez présenter aujourd'hui, la place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, parue là aussi aux éditions de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Voilà. Merci déjà, on est ravis de vous entendre. Merci beaucoup pour cette présentation, merci pour l'organisation de ce colloque et surtout également pour avoir initié cette réflexion qui conduit les juristes à relever de grands défis dans le contexte d'aujourd'hui. Déjà, les travaux ont été amorcés et je pense que la réflexion d'aujourd'hui doit se situer dans le prolongement de ces travaux où on nous a parlé davantage de cette question donc d'une guerre des paradigmes et la question que je vais poser aujourd'hui, c'est de savoir sur la base de quel paradigme les juristes aujourd'hui doivent réfléchir et pratiquer le droit en ce 21e siècle. Est-ce que les juristes ont quelque chose à dire sur ce modèle d'arrière-plan? Et il y a donc cet appel à un changement de paradigme. On passera d'un modèle croissantiel ou à d'autres types de modèles. Donc, dans cette réflexion-là, comment peut-on contribuer et réfléchir à la question? Mon point de départ est celui-ci. Il y a quelques années, dans leur ouvrage, François Haast et Michel Van de Kerkhove avaient suggéré que l'on passait d'un modèle de la pyramide au modèle du réseau. Donc, je suis parti de ce point de départ, donc d'un passage du gouvernement à la gouvernance, de la réglementation à la régulation, prenant acte des travaux qui avaient été faits par les sociologues du droit à partir de la fin des années 90, 90, je m'adapte. Sur l'émergence de nouvelles normativités, des nouveaux modes d'action publique, d'intervention étatique, etc. Donc, une mutation génétique des normes qui transformait le droit. Donc, déjà, il y avait le constat que le droit lui-même était en transition ou en mutation. Et donc, c'est dans cette perspective-là que j'interviens aujourd'hui. Ça a amené notamment ce passage-là à des travaux, j'en cite un ici, l'ouvrage de Valérie Lasserre sur le nouvel ordre juridique, le droit de la gouvernance, dans lequel elle explicite des normes, elle donne des exemples de normes d'expertise, d'information, de normalisation, de recommandation, qui forment ce droit de la gouvernance qui se constate de plus en plus dans les différents régimes juridiques, quels qu'ils soient. Et donc, ce droit de la gouvernance, de plus en plus, il est pensé suivant le modèle du réseau. C'est un peu un test de la vue peut-être, là, mais certains travaillent à l'hypothèse du droit souple, d'autres travaillent sur le droit global, certains autres revisitent les sources du droit, certains travaillent sur l'effectivité, la validité, gouvernés par les objectifs, les instruments, les standards, les indicateurs, etc. D'autres encore revisitent les textures du droit ou les états du droit de souple, liquide, mou, doux, flou, etc. Et donc, il y a tout ce travail qui se fait maintenant, qui n'est plus suivant un modèle où chacun travaille isolément, mais les uns les autres doivent s'intéresser aux travaux qui sont faits ailleurs. Puis ces travaux peuvent être tous plus ou moins reliés, que ce soit ceux sur le pluralisme, le pragmatisme, etc. Tant d'hypothèses qui sont là pour expliquer les transformations du droit qui sont en cours. Je suis parti de cette phrase que l'on retrouve donc dans l'ouvrage cité précédemment. Le modèle du réseau relève quant à lui d'une ontologie relationnelle et cybernétique liée à une pragmatique de l'intersubjectivité et de la communication. Donc, à partir de là, j'ai travaillé sur l'idée que le modèle du réseau s'appuyait sur cette idée de la cybernétique pour aller voir jusqu'à quel point on pouvait trouver là des éléments qui nous permettent de réfléchir à la question.
En 1972, lorsque le Club de Rome publie ce rapport sur les limites de la croissance, traduit par Halte à la croissance, mais il faut savoir que le Club de Rome avait commandé cette étude à 4 jeunes chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. 4 très jeunes chercheurs, Meadows, je pense, avait 28 ans à l'époque, et ils ont travaillé donc à développer une analyse des limites de la croissance en se fondant sur un modèle qu'ils appellent le modèle de la dynamique des systèmes, le World Tree, dans lequel ils reprennent la notion de boucle de rétroaction. Et lorsqu'on regarde leur travail, leur analyse, ils utilisent beaucoup de schémas, et le modèle de la rétroaction est omniprésent dans leur travail. Ce modèle-là, il l'explicite davantage dans un autre ouvrage qui est paru 2 ans plus tard, en 1974. L'ouvrage s'intitule « Dynamique de la croissance dans un monde fini », publié d'abord en anglais en 1974, en français je pense que c'est 1977. Ce modèle-là de la dynamique de la croissance, ils le reprennent de Jay Forrester. Jay Forrester qui était également professeur au MIT, qui a fait toute sa carrière au MIT, qui est décédé il y a 2 ans à peu près, qui est l'un des fondateurs donc, de l'approche systémique avec Norbert Wiener, McCulloch et von Bertalanffy qui ont travaillé sur ce modèle systémique. Donc, il est intéressant de constater que déjà, parmi les premiers à réfléchir sur la question de la croissance, il mobilisait déjà une approche systémique et déjà une approche qui s'inscrivait dans le paradigme cybernétique, donc dès les années 70. Donc, mon premier point, la cybernétique, elle était pensée d'abord comme une science du contrôle et de l'information, du vivant et de la machine. Ce modèle-là, il est développé dans les années 40 aux États-Unis, notamment lors des conférences Macy qui ont lieu à New York, sur Park Avenue, dans un hôtel, l'hôtel Big Bang, où on se réunit de 1946 à 1953. Il y avait déjà eu une première rencontre en 1942, et le thème premier de ces rencontres, c'était la causalité circulaire et les mécanismes de rétroaction dans les systèmes biologiques et sociaux. Donc déjà, ce lien entre les systèmes biologiques et sociaux était fait à l'époque, dans une perspective extrêmement interdisciplinaire. C'est l'une des grandes expériences d'interdisciplinarité que l'on a mis de l'avant aux États-Unis. Ce n'était pas la première expérience, parce qu'il y avait déjà eu le club métaphysique à la fin des années 1800, qui réunissait des philosophes, des juristes, etc., à Harvard cette fois-là. Et donc, eux travaillaient à l'élaboration d'un nouveau modèle en critique à l'approche métaphysique en philosophie, qui était bien sûr le modèle pragmatique américain qui sera mis de l'avant par Peirce, James, John Dewey par la suite. Dewey n'a pas participé aux travaux à l'époque, mais il y avait déjà eu donc des expériences d'interdisciplinarité très importantes. Mais celle-là, vraiment, est très fondamentale puisqu'elle réunit à la fois des mathématiciens, des logiciens, des ingénieurs, des neurologues, des biologistes, des anthropologues, etc. Donc, beaucoup de disciplines étaient invitées à y participer. La publication de l'ouvrage en 1948 par Norbert Wiener sur la cybernétique, il utilise ce mot-là, donc il n'est pas le premier à l'utiliser, mais on retrouve chez Ampère et également chez Platon dans les lois. On retrouve cette référence-là, donc à l'idée de piloter un navire, de gouverner, donc c'est vraiment l'idée de gouverner, de la gouvernance. Donc c'est la même étymologie que l'on retrouve pour ces mots. La seconde cybernétique, elle est importante également, elle nous intéresse aujourd'hui particulièrement parce qu'avec Hans van Forster et notamment Maturana, Varela, qui sont des biologistes chiliens pour les 2 derniers, ils ont mis de l'avant le concept d'autopoïèse. Donc, c'est de là qu'origine cette notion. Si on revient à Norbert Wiener lui-même, la notion qu'il a le plus développée, celle qu'il a mise de l'avant, c'est la notion de rétroaction, de feedback. Il l'a développée dans un contexte où il a travaillé sur un système de défense anti-missile ou anti-avion. Donc, il voulait que le canon puisse de lui-même prévoir la trajectoire de l'avion et s'adapter. Donc, c'est l'idée de recevoir l'information sur la trajectoire de l'avion pour tenter de prédire à quel endroit le canon doit tirer finalement s'il veut abattre l'avion. Tout ça, bien sûr, dans le contexte de la Deuxième Guerre, ils étaient très préoccupés par tous les événements qui étaient survenus alors. Notamment, il y a un projet également politique derrière la cybernétique qu'on oublie parfois. Ils se préoccupaient beaucoup de l'avènement des régimes totalitaires et de voir comment c'est possible que les consciences puissent être à ce point dirigées.
Donc, certains parlent de peut-être une quatrième humiliation, qui serait celle-là cybernétique. Après les humiliations cosmologiques, biologiques et psychologiques, maintenant, il y aurait la possibilité d'une humiliation cybernétique. Peut-être que c'est déjà fait avec les défaites des champions aux échecs, aux jeux de Go, qui ont été battus par des ordinateurs, etc. Donc, dans ce contexte, certains parlent davantage d'un empire cybernétique. Il y a des travaux très importants, notamment en sociologie, qui ont été faits sur l'avènement de cet empire cybernétique. C'est cette idée selon laquelle, donc, nous serions déjà dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui a déjà évolué, qui a déjà changé. Et plutôt, du point de vue des juristes, plutôt que de continuer à réfléchir dans le monde de l'empire du droit comme Dworkin nous invitait à le faire, il faudrait plutôt s'adapter à cet empire cybernétique qui aurait sur notre époque des effets comme nul autre. Et évidemment, on pense que ces effets-là seront exponentiels pour la suite des choses. Et ça, dans plein de domaines, que ce soit l'informatique, évidemment, les mathématiques, ça va de soi, c'est déjà là, mais également biologie, anthropologie, psychologie, management, droit, etc. Il faut savoir également que dès les années 40 et 50, dans les conférences Macy, il y avait à tout le moins un écologiste qui a participé, Hutchison, qui a développé à l'époque un modèle écologiste dans lequel les instruments naturels, les environnements naturels sont conçus comme des réseaux interdépendants en constante relation les uns avec les autres. Il y avait déjà donc cette notion-là de réseau interdépendant, de système interdépendant. Et l'un de ses étudiants à Yale, Tom Odum, qui a travaillé notamment avec son frère, un modèle d'écosystème. Donc, ils ont travaillé, ils ont approfondi le modèle d'écosystème qui avait déjà été proposé par un auteur anglais, mais eux l'ont travaillé dans une perspective davantage systémique, en utilisant la théorie systémique qui était développée par Hutchison et les autres, qui étaient les tenants du modèle cybernétique et du modèle systémique. Donc, ils ont poursuivi les travaux en ce sens. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la gouvernance, le droit et la cybernétique. J'ai tenté de voir dans les travaux des juristes jusqu'à quel point les juristes s'étaient eux-mêmes référés à la cybernétique dans leurs travaux. Déjà, Alain Suppiot, dans l'esprit de Philadelphie, montre bien que le concept de gouvernance, il est issu de la cybernétique. Donc, tout ce dont je parlais plus tôt avec le droit de la gouvernance, ce droit de la gouvernance, il a ses origines dans une perspective cybernétique qui consiste, dans la perspective de Suppiot, à considérer le chiffre comme le but de l'action, comme un moteur de la réaction. On sait que dans les travaux de Suppiot, il insiste surtout sur cet aspect-là de la gouvernance, c'est-à-dire il montre bien que la gouvernance, notamment dans la gouvernance par les noms, mais là une perspective ou une dimension économique. Il y a l'autre versant ou l'autre variable importante dans la gouvernance qui est le versant politique ou de la philosophie politique, parce qu'on arrive également à la gouvernance par une critique du modèle du gouvernement, par une critique du manque de légitimité, par une critique du modèle de la représentation. Et donc, dans les travaux sur la gouvernance, il y a aussi tout ce volet en termes de gouvernance participative, délibérative, etc. Donc ça fait moins l'objet des travaux de Suppiot. Dans la théorie des systèmes, évidemment, qui a été développée en droit par plusieurs auteurs, j'en ai mentionné quelques-uns, mais lorsqu'on lit, par exemple, les travaux de Luhmann, il est clair que les notions de programme, de code d'information, d'auto-organisation, d'auto-reproduction, ce sont des notions que l'on retrouve dans les travaux de la cybernétique qui ont été développés il y a déjà un certain temps. Hugues Rabot, qui travaille également sur ces hypothèses avec le groupe de Luhmanniens réunis parfois autour de Lucas Sossoé au Luxembourg, il a écrit récemment un article sur la machine comme modèle, programmation et algorithmisation de la vie sociale par le droit. Donc, des travaux qui mènent tous dans la même direction. Jean-Guy Bellet a écrit notamment qu'au cours des 4 dernières décennies, la théorie autopoétique du droit, promue par les juristes sociologues allemands, s'est placée à l'avant-garde de la reconceptualisation du droit comme système, en empruntant résolument le paradigme du traitement informatique de l'information. Il est évident, lorsqu'on réfère aux travaux de la cybernétique, qu'ils étaient à l'avant-garde des travaux sur l'informatique. Donc, tout ce qui est ordinateur, déjà dans les années 60, ils parlent d'intelligence artificielle. Donc, ces travaux-là ont été très fondamentaux dans la cybernétique. Taubner, lorsqu'il débute son ouvrage sur le droit comme système autopoétique, commence à la page 3 en disant, partant des idées de Umberto Maturana, Hans von Förster et Luhmann. Bon, mais Hans von Förster et Maturana
c'est le biologiste chilien dont je parlais plus tôt. Ce sont les responsables du deuxième mouvement cybernétique à partir des années 60 qui ont travaillé aux États-Unis, notamment ensemble. Donc, la théorie du droit comme système autopoétique s'inspire grandement de cette approche. Encore une fois, François Haast et Michel van de Kerkhove eux-mêmes réfèrent à Ludwig von Bertalanffy lorsqu'ils écrivent que les discussions juridiques semblent gagner par le nouveau paradigme de la théorie générale des systèmes ou analyse systémique qui s'est développée à l'intersection de la biologie, de la cybernétique, la théorie mathématique, la communication, dans le cadre de ses travaux. Donc, Bertalanffy également est l'un des pères fondateurs de ce modèle systémique dans la perspective de la cybernétique. Donc, il y a tout un courant très fort où l'on voit que les juristes réfèrent directement aux travaux de la cybernétique, notamment, bien sûr, dans la perspective systémique. Et l'autre volet, dernier point de ma communication, c'est le droit de la gouvernance et la démocratie. Aujourd'hui, cette idée de la cybernétique, elle s'incarne notamment dans le droit de la gouvernance. Déjà, étymologiquement, c'est la même racine, mais plus encore, le droit de la gouvernance, c'est un droit qui prétend effectuer cette opération de contrôle très important. Transformation des comportements, des normes dans un contexte d'évolution technologique. Alors, je pense que ça marque également de plus en plus les travaux que l'on observe en droit de la gouvernance, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on en parlait plus tôt, Julien faisait référence, qui, dit-on, aurait certaines promesses ou promettait un certain nombre de choses en termes d'adaptation du droit au changement climatique ou d'études, notamment avec de plus en plus l'étude des bases de données ou des mégadonnées, etc., peu importe comment on les appelle. Donc, cette approche-là, elle doit bien sûr s'intéresser à la fois au vivant et à la machine. Donc, pour réfléchir à ces questions-là aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie ni de l'un ni de l'autre, il faut les penser ensemble. À la fois, donc, réfléchir aux êtres humains, aux animaux, aux arbres, etc., mais également de réfléchir également à ce qui va advenir avec la machine elle-même, c'est-à-dire avec l'informatique, les mathématiques appliquées dans ce contexte-là, l'intelligence artificielle qui est embarquée dans tous ces programmes et tous ces systèmes. Donc, la réflexion, elle s'effectue dans cette double direction de plus en plus et je pense que ça va se poursuivre ainsi. Évidemment, la question fondamentale, c'est toujours de savoir comment mener une action collective, comment se comporter face à ça. Le phénomène juridique fait appel, bien sûr, à la construction collective de normes, d'une autorité normative, d'une signification normative. Il y a toujours cette perspective-là qui nous est commune. J'avais prévu à ce moment-ci citer Olivier de Scutter, pensant qu'il serait le président, je vais pouvoir gagner un peu de temps, mais je pense que j'aurai droit quand même. Donc, il nous invitait déjà en 2016 dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques à réfléchir les dispositifs de gouvernance institués pour préparer une société d'après-croissance. Ces dispositifs de gouvernance doivent bien sûr s'appuyer sur la notion d'autonomie, écrivait-il, et la création d'espaces à partir desquels la recréation de normes par l'individu doit devenir possible, l'individu et la société, j'ajouterais, dans une perspective de démocratie locale, de renforcer la société civile, de gouvernance de participation, de gouvernance de proximité, on y faisait référence en discussion avant le début du colloque, dans la perspective où on doit de plus en plus faire appel à des initiatives locales. C'était déjà présent également dans les textes qui ont été proposés dans le numéro de 2016 de la revue interdisciplinaire. Tout ça dans une perspective de gouvernance réflexive, hein, où on doit bien sûr réfléchir, se re-questionner sur nos identités d'action. On doit se re-questionner sur nos croyances, réfléchir à la manière dont on agit individuellement, évidemment, mais également la manière dont la collectivité ou la société agit également. Donc, une perspective à la fois réflexive et génétique de l'action. Et là, je pourrais poursuivre avec tout le débat sur la gouvernance, mais je pense que je vais m'arrêter ici, faisant ici des liens avec la présentation de... Merci. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Effectivement, je crois que si on a cette discussion aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous quelque part les héritiers de ce changement de paradigme, pyramide, réseau, gouvernement, gouvernance, et on estime effectivement que les juristes sont plus que simplement les courroies de transmission d'une norme qui se projette top-down et qui participe effectivement à l'écriture de la norme elle-même et à cette gouvernance, comme les citoyens, etc.
Donc merci beaucoup pour tout ceci. Alors je propose, qu'on est évidemment, comme prévu, comme attendu, légèrement en retard sur le programme, mais voilà, tous les bons colloques, peut-être en retard, c'est bien connu. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la conversation avec Edwin Zakai. Et après cette conversation, nous allons avoir un petit temps de questions-réponses à l'ensemble des orateurs ici présents. Après quoi, nous prendrons un café bien mérité. Donc, alors pour ces trois conversations, donc, vous voyez, il y a trois petits colons du colloque. L'idée est un petit peu de casser le rythme classique des colloques, qui peut parfois être à un moment donné fatigant pour tout le monde. C'est de le faire de manière un peu plus informelle et d'impliquer aussi des étudiants, justement les étudiants de la clinique du droit en transition, qui sont aussi, donc cette clinique est associée à un séminaire de théorie du droit, et les étudiants dans le cadre du séminaire ont lu, se sont divisés la tâche, ont lu chacun une partie de la bibliographie des trois auteurs qui seront interrogés, si vous dire. Et donc on préparait une série de questions qu'ils vont maintenant, donc j'invite un des représentants des étudiants réunis de Moutier à nous rejoindre ici, à s'installer, et donc à peut-être poser ces questions. Je pourrais vous une et puis laisser la possibilité à M. Zakai de répondre, et puis et la troisième, ouais. Et puis évidemment, chacun aura la possibilité de répondre. Vous pouvez évidemment vous lever, vous préférez vous asseoir, c'est comme vous préférez. Très bien. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Edwin Zakai, professeur à l'Université libre de Bruxelles, fondateur du Centre d'études du développement durable et bien évidemment auteur. Donc, dans le cadre de notre formation à Saint-Louis, nous avons été amenés à nous pencher sur les publications de M. Edwin Zakai, qui pour une partie se focalisent sur le thème du développement durable, de la consommation et des inégalités écologico-économiques, et j'en passe. Donc, après lecture assidue, nous nous sommes tombés d'accord, notre groupe en tout cas, de poser quelques questions. Donc je vais tout de suite commencer. Vous avez écrit un texte intitulé « Voir les objets », dans lequel vous avez évoqué la possibilité de leur donner des droits. Juridiquement, l'être humain est considéré comme maître de la chose, comme il est inscrit dans notre code civil. Et de l'autre, la chose, portée par le développement technologique, peut et pourra de plus en plus s'émanciper de l'être humain. Notre question se concentre donc sur quel type de relation pensez-vous qu'il serait le plus adéquat d'inscrire des objets par rapport aux êtres humains, et de quelle manière pourrions-nous rendre justice à ces objets qui nous entourent dans l'hypothèse où vous dites, je cite, « les concepts humains sont inadéquats aux choses ». Merci. Avant de répondre, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et aussi les féliciter pour cette initiative qui est très stimulante. J'espère qu'elle portera encore d'autres fruits. Donc, moi, je ne suis pas donc juriste et je suis en fait au départ ingénieur, et ça a un certain lien avec le fait que j'ai écrit ce texte sur les objets, et j'ai aussi étudié la philosophie. Alors, ce texte, il n'est pas à proprement parler un texte académique, c'est une espèce d'expérimentation phénoménologique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant quelques semaines, j'ai commencé à regarder autour de moi les objets, c'est-à-dire, le mot n'est peut-être pas tout à fait précis, je n'ai pas trouvé exactement le mot, mais c'est-à-dire tout ce qui est produit par l'homme, tout ce qui est construit. Donc, c'est-à-dire, au lieu de regarder seulement l'objet dont on a besoin, je ne sais pas, les lunettes, le micro, mais de regarder autour de soi et en fait de voir un radiateur, un mur, le sol. Et c'est assez fascinant de se rendre compte qu'on est absolument entouré d'objets qui sont effectivement muets, et qui ont, on pourrait dire, leur propre monde en quelque sorte, même si c'est nous qui les avons construits. Et donc, je me suis rendu compte que le plus souvent, on est aveugle à ça. C'est-à-dire qu'on vit dans les relations humaines, aux autres, à soi-même. En fait, c'est ça qui nous occupe. Et les objets sont inaperçus en quelque sorte. Et dans nos civilisations, la quantité d'objets est évidemment extrêmement importante. Et il y a une multiplication extrêmement forte. Et des anthropologues ont également calculé le temps que nous utilisons
pour gérer nos objets, hein, qui a extrêmement augmenté. Et donc, nous gérons les objets nous gèrent, et c'est d'ailleurs, ça fait un lien avec l'exposé qui vient d'être fait. Et donc, quand je disais de rendre justice aux objets, c'était quelque chose au sens figuré. Hein, c'est-à-dire que, simplement, je me disais que c'est intéressant de porter ce regard, d'en être beaucoup plus conscient. Et l'objet du texte ou de l'expérimentation n'était pas à proprement parler environnemental ou écologique, mais bien sûr ça a des relations assez fortes avec l'environnement. Je ne sais pas si vous connaissez des livres qui existent, moi j'en ai vu avec des photographies de ménages, de familles dans le monde entier. Ils sont devant leur maison et ils ont sorti tous les objets qu'ils ont. Et donc vous voyez une famille américaine, une famille française, une famille guadeloupéenne, une famille de Côte d'Ivoire, etc. Et c'est très très fort en fait, parce que évidemment le nombre d'objets varie extrêmement fort. Et quelque part, le gros problème de l'anthropocène dans lequel nous sommes, c'est cette multiplication de la production d'objets et de toutes les infrastructures. Hein. Donc c'est ce regard-là que je pensais qu'il serait intéressant d'avoir, mais je n'ai pas réellement de solution. C'est juste appeler, et de façon même plus générale que dans ce texte, à l'importance de la matérialité dans les sciences humaines. C'est-à-dire de vraiment être toujours attentif à cet aspect matériel dans les élaborations. Voilà. Pour la seconde question, nous sommes interrogés dans votre texte Over 2 Decades in Pursuit of Sustainable Development, publié en 2012, dans lequel vous expliquez que, d'une part, le concept de développement durable est ouvert dans le sens où il n'existe pas de définition précise et unique, et d'autre part, vous soulignez son caractère évolutif, identifiant que suite au sommet de Johannesburg de 2002, les objectifs sociaux y ont été explicitement inclus. On retrouve aussi dans d'autres publications des références au bien commun, à la redistribution, à l'équité. Le problème des inégalités économiques trouverait, selon vous, sa solution dans la conjonction de ces différents concepts. Néanmoins, plusieurs auteurs, et d'ailleurs il y en a certains ici présents, abandonnent l'idée de croissance pour se retourner vers des modèles d'organisation socio-économique basés sur la décroissance et le développement d'initiatives de coopération. Notre question alors est, continuez-vous aujourd'hui à soutenir l'idée de développement durable, qui, je le rappelle, est un concept sans définition ni objectif clair, lorsque le discours croissantiel bat de l'aile pour réduire les inégalités socio-économiques? Et selon vous alors, quelle serait la principale caractéristique d'un développement durable qui permettrait l'émergence d'un modèle plus équitable? Et faudrait-il que celui-ci se départisse d'une conception croissantielle et adopte une identité plus proche du discours de prospérité sans croissance? Merci Luc, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Mais je pense que je peux saisir l'occasion pour reparler de ces concepts de développement durable, de transition, de croissance et leurs liens, hein, puisque ça c'est même au cœur du colloque ici. Donc historiquement, le terme l'expression de développement durable effectivement avait beaucoup de définitions, mais dès le départ il y avait un aspect social, hein, donc c'est même avant Johannesburg qu'il y a un aspect social. Et l'idée est d'avoir un développement qui ne s'identifie pas à la croissance, dès le départ en fait. Hein. Et c'est d'avoir une idée d'un progrès humain et qui en même temps respecte les limites environnementales. Bon, c'est vraiment présent dès le départ dans le développement durable et la notion d'équité, aussi bien envers les générations futures que également dans le monde. Alors, et dans une société aussi. Alors, ce projet, évidemment, ne s'est pas réalisé, ou en tout cas assez peu, et certainement pas sur la question environnementale. Si vous voulez, il y a une vingtaine d'années, on était dans une perspective je dirais, de protection de l'environnement. Enfin, c'est une interprétation personnelle, hein, mais je dirais que beaucoup de travaux qui paraissaient, y compris les miens ou ceux de Dominique Bourg, parce qu'on a collaboré, par exemple, sur des choses,
C'était comment est-ce qu'on va mieux protéger l'environnement. Voilà, et les juristes y ont pas mal collaboré également. J'ai l'impression que beaucoup de publications aujourd'hui sont autour de... nous sommes dans un état où l'environnement va très très mal, en fait. Et déjà, l'aspect de la biodiversité, la question de la biodiversité déjà a subi de très graves problèmes, de très graves dégâts, et la question climatique, on sait bien que ça va encore s'aggraver. Donc le ton a complètement changé, je trouve, depuis quelques années. Hein. Donc c'est quelque chose qui a abouti à également minoriser la question du développement durable, parce que le développement durable avait été identifié à, je pense, un certain progrès où on pouvait à la fois gérer l'environnement, le social, le nord et le sud. Et on est devant le constat que, en tout cas au niveau environnemental, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné, même si au niveau du développement humain, par exemple, la pauvreté, l'espérance de vie vraiment a très fort augmenté. Hein. C'est tout de même un point important dans le monde, et également l'éducation. Donc tout n'a pas échoué dans le développement. Alors maintenant, un des problèmes, je crois, du développement durable, c'était de promettre une conciliation, je dirais, à peu de frais, et en minorisant toute une série d'obstacles, toute une série d'antagonismes. Et donc la question est aussi de savoir dans quelle mesure le paradigme de la transition pourra faire mieux, parce que le paradigme de la transition, également, il a beaucoup de définitions, et il suppose aussi quelque chose de... cette transition, c'est pas révolution. Hein. Et j'observe d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait la même réflexion, mais depuis quelques semaines ou quelques mois, ce mot révolution est vraiment très présent, en fait. Il est extrêmement présent. Alors peut-être il y a quelque chose à penser aussi autour de ça. Mais transition, c'est autre chose. Alors, vous me demandez, est-ce que la croissance, quel est le rôle de la croissance là-dedans? Et effectivement, c'est au cœur de la journée. Donc, il faut savoir que, ça a été dit d'ailleurs dans la très bonne introduction d'Antoine, que la croissance économique dans nos pays est très faible. Moi, je pars de ça me semble un donné extrêmement important. Et lorsqu'on lit les travaux d'économistes, on se rend compte qu'elle ne va pas augmenter. Hein, donc, les économistes convergent là-dedans. Donc, cette idée d'avoir une prospérité sans croissance, c'est une nécessité, en fait. C'est pas nécessairement un choix, c'est une nécessité. Ça peut également être un choix, mais c'est une nécessité. Alors, je vois trois éléments là, par rapport à ça. Je pense tout d'abord que cette nécessité n'est pas comprise dans la majorité de la population. Hein. Donc les événements des dernières semaines, bon, en France et ailleurs, ce qu'on entend, c'est pouvoir d'achat. C'est augmenter le pouvoir d'achat. On n'a pas assez de pouvoir d'achat, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la croissance. Donc, il y a vraiment une difficulté à comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est différente de celle qui a construit notre modèle sur ce qu'est une vie réussie. Et donc, quelque part, on touche aux objets aussi ici. Hein. Jusqu'où est-ce que c'est avoir plus d'objets, lesquels, etc. Bon. Mais donc, il y a une difficulté à ce niveau-là. Alors, deuxième point, c'est de se dire, bon, moins de croissance, mais donc il y a peut-être de la richesse à aller chercher dans une diminution des inégalités. C'est un discours très présent. Et les inégalités ont augmenté, et je dirais, elles ont surtout augmenté par le haut. En fait, le graphique que tu as montré, si on l'analyse, on voit que c'est surtout les plus riches qui se sont enrichis, même si un certain nombre de pauvres ou de moyens, je dirais, ont un petit peu augmenté aussi. Donc c'est surtout par rapport aux plus riches. Donc la question est de savoir, d'abord d'un point de vue théorique, si on avait une redistribution forte, est-ce que ça permettrait de répondre à cette question de la hausse du pouvoir d'achat, etc. Jusqu'à un certain point, mais probablement pas nécessairement de façon totale, parce que il y a aussi un très grand nombre de personnes en fait qui n'ont pas, qui ont un niveau de vie assez bas. Donc même la redistribution des très grandes fortunes, en supposant qu'on puisse la faire, je ne suis pas certain que ça pourrait fonctionner. Donc il y a des limites aussi dans cette redistribution. Mais il y a surtout des limites politiques, évidemment, c'est très clair. Donc je crois que la révolution, c'est justement l'idée que
on puisse avoir un pouvoir politique assez fort pour imposer quelque chose qui soit même combattu par d'autres franges de la population. Bon, on n'en est pas là, et pour le moment, il y a une énorme difficulté des États à modifier cette distribution inégale, parce que les États ont moins de pouvoir, parce qu'il y a un néolibéralisme très très fort qui favorise ce système-là. Donc voilà, pas assez de croissance par rapport à cette demande de hausse de pouvoir d'achat, une difficulté à aller chercher les richesses pour les inégalités, par rapport aux inégalités. Et un troisième point, c'est que la décroissance ou l'absence de croissance par rapport à l'écologie ne suffit pas. On est tellement au-dessus du niveau qui est tolérable par rapport à l'environnement, à l'écologie, que même si on n'a pas de croissance, ça ne change presque rien. On est tellement haut dans nos émissions. Donc ce qu'il faut, c'est quelque chose des changements beaucoup plus forts. Et donc, le terme de décroissance a tout à fait sa place, ou de post-croissance, mais il est clair qu'il faut aussi une croissance de certaines choses, une croissance des solutions. On a aussi entendu ce terme ces dernières semaines, de l'écologie des solutions, une croissance des solutions pour diminuer ces émissions, diminuer ces pollutions, et que simplement ne pas avoir de croissance, c'est clair que ça ne résout absolument pas le problème. J'ai peut-être été un peu long, mais il y avait beaucoup de questions. Et ça me permet en fait d'enchaîner avec notre dernière question. Ce serait en fait, quel serait selon vous le rôle de l'État alors? Et est-ce que vous auriez des propositions concrètes à ce niveau-là? Mais en fait, dans une des premières versions de votre question, il y avait un aspect lié au consommateur aussi. Donc, est-ce que le consommateur, est-ce que c'est lui qui va pouvoir agir? Ça rejoint en fait la notion d'État-gouvernance et en fait l'influence de l'État sur nos habitudes. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc, si vous voulez, la gouvernance, bon, ça c'est une réalité aujourd'hui. Donc, il y a un éclatement des pouvoirs, en quelque sorte, et un des aspects, c'est le rôle du citoyen, de l'individu, du consommateur qui peut changer sa consommation. Bon, ça, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un domaine que j'ai un petit peu étudié. Ce que j'ai compris assez vite, c'est que le niveau des émissions, le niveau de la pollution est extrêmement dépendant du niveau de revenus. Donc, il y a beaucoup de travaux qui montrent ça. La conscientisation écologique, chez certains individus, va permettre d'avoir une diminution des impacts, mais dans l'ensemble, ne va pas vraiment fortement permettre d'y avoir une diminution des impacts, parce que les impacts sont avant tout corrélés au niveau de vie, à la richesse et aux dépenses. Et donc, le consommateur, informer le consommateur pour qu'il diminue ses émissions, bon, ça a un effet parce que ça peut avoir des changements au niveau culturel et favoriser justement peut-être des nouvelles idées, des nouveaux modèles, mais c'est avant tout l'État qui doit avoir des instruments beaucoup plus forts. Et donc, si le prix, et c'est le cas, est le facteur majeur du fait qu'on va acheter ou pas un produit, il faut agir sur les prix, avec la difficulté évidemment de faire comprendre ce qu'on fait, de montrer où vont les sommes qui vont être récoltées. Donc c'est assez difficile. Mais le rôle du prix est certainement fondamental. Et un autre aspect, mais ça ne vous étonnera pas, c'est celui des normes. Donc là, moi je pense qu'il y a beaucoup de place pour avoir des instruments au niveau des normes, et notamment au niveau des normes européennes. Prendre un exemple, il y a quelques jours, il y a eu un accord avec l'industrie automobile européenne sur le fait d'avoir une diminution très forte, enfin assez forte quand même, des émissions dans les nouvelles voitures, dans l'ensemble des nouvelles voitures. Moi, ça me semble beaucoup plus fort que de sensibiliser les gens individuellement, même si les deux doivent aller de pair. Mais donc, je crois que les normes au niveau des grands ensembles sont certainement importantes et que même des entreprises peuvent s'y ranger, si ça se fait de façon relativement équilibrée. C'est difficile à faire, mais ça peut être beaucoup plus fort. Alors, néanmoins, l'État a des difficultés dans les marges de manœuvre qu'il a pour agir, les marges financières,
Cette écologie des solutions dont j'ai parlé, dont on a parlé, ça veut dire souvent des budgets. Or, on a dit, voilà, pas beaucoup de croissance, les États endettés, donc il y a une grosse difficulté au niveau des marges financières. Dans les années 60-70, je pense que ça aurait été plus facile d'avoir l'État qui amenait des solutions. Ici, aujourd'hui, on voit une difficulté. Et deuxièmement, et je terminerai par là, il y a un problème de légitimité de l'État. Moi, j'ai toujours été frappé par le refus des personnes d'avoir une hausse des axes sur l'essence ou le diesel, alors que cette hausse est bien plus faible que la variation du marché. Le prix du pétrole sur le marché, ça peut faire 20-30 cents sur le litre, et la hausse des axes, c'était de quelques cents. Le prix du pétrole sur le marché, bon, on s'en désole, mais on l'accepte, c'est comme une espèce de quelque chose de naturalisé, de fatal. Et lorsque c'est le gouvernement qui veut le faire, pour avoir des instruments pour faire une politique, c'est refusé. Donc là, il y a un problème de légitimité. Et j'imagine, je crois, qu'il y a des liens. Bon, si Olivier de Scutter était là, c'est quelque chose qui soutient pas mal aussi, de liens entre les pouvoirs publics et des initiatives citoyennes ou des initiatives locales. Il peut y avoir peut-être une augmentation de la légitimité à certains égards. Mais c'est certainement un problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce beau dialogue très intéressant qui ramène la question excusez-moi, de la nécessité de réconcilier les fins de mois et la fin du monde. Oui. Et on va certainement y revenir un moment. Peut-être quelques minutes simplement pour des questions et réponses éventuelles.